Bonjour à tous. Bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous vous apportons 7 des récits les plus troublants jamais enregistrés par des gardiens du parc de Yellowstone. Ces témoignages vont changer votre perception de l'un des parcs nationaux les plus aimés d'Amérique. Il ne s'agit pas de légendes de camps ou de mythes recyclés, mais de confessions en première personne de gardiens qui ont passé des années à l'intérieur des frontières de Yellowstone. Des personnes formées pour expliquer l'inexplicable, jusqu'à ce qu'un événement survienne que leur manuel ne pouvait couvrir. Chaque histoire est construite à partir de rapports détaillés de gardiens, de mémos internes et de témoignages corroborés, recoupés chaque fois que possible pour séparer les rumeurs des schémas terrifiants qui réapparaissent dans les mêmes vallées, les mêmes tours et les mêmes bassins thermaux. Yellowstone est présenté comme un lieu de merveille, mais les hommes et les femmes qui le patrouillent la nuit savent que certains appels ne figurent jamais dans les brochures, et que certaines rencontres laissent des cicatrices qui ne s'effacent pas avec la fin de la saison. Si vous appréciez l'horreur authentique, ancrée dans des témoignages réels et des investigations minutieuses, abonnez-vous à les histoires d'horreur de Monsieur Mystique et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer notre dernière plongée dans les recoins les plus sombres du monde naturel. Après avoir écouté ces confessions, partagez vos propres rencontres ou histoires familiales des parcs dans les commentaires ci-dessous. Car plus nous comparons ces expériences, plus il devient clair que quelque chose, là-bas, nous observe en retour. Maintenant, installez-vous confortablement tandis que nous ouvrons le dossier sur Yellowstone et écoutons ce que ces gardiens n'étaient jamais censés dire à voix haute. Je m'appelle Ryan, et je pensais comprendre Yellowstone. Sur le papier, j'étais exactement le genre de personne en qui vous auriez confiance pour patrouiller là-bas la nuit, ancien ambulancier, gardien saisonnier depuis 3 ans, le type qui citait toujours le règlement et levait les yeux au ciel devant les histoires de fantômes que le personnel plus âgé racontait autour du feu. Tout a changé lors d'un service du mardi, fin septembre. Cette nuit-là, une simple vérification de bien-être dans le bassin supérieur de Gazé s'est transformée en quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer sans que mes mains ne commencent à trembler. Tout a commencé par ce qui semblait être un appel ordinaire. L'équipe de jour avait reçu un signalement d'une auberge de West Yellowstone concernant une voyageuse seule qui n'était pas revenue avant la fermeture. Une femme dans la trentaine, des bottes de randonnée, un petit sac à dos, et de nombreuses photos de geysers sur les réseaux sociaux. Son dernier signalement confirmé était près d'une boucle de promenade en bois, partie juste avant le coucher du soleil. À l'heure où mon service a commencé, sa voiture était toujours sur le parking et elle n'avait pas répondu à son téléphone. Les week-ends chargés, ce genre de choses peut être un bus en retard ou un chargeur oublié. En septembre, avec un front froid qui s'installe et moins de foule pour se cacher, cela remonte dans la liste des priorités. J'ai proposé de parcourir le bassin à pied. J'ai dit à mon superviseur que ce serait un bon exercice et que la randonneuse disparue était probablement assise sur un banc, enveloppée dans un sweat, gênée quand j'arriverais avec une lampe torche et une radio. C'était vraiment ce que je croyais en me garant au début du sentier et en sortant dans cette obscurité particulière que l'on ne trouve qu'autour des caractéristiques thermales, où la vapeur avale la distance et la lumière en même temps. Si vous n'avez jamais été dans un bassin de geyser après la fermeture, il n'y a pas de bonne façon de décrire à quel point cela semble faux. Les mêmes endroits qui paraissent magiques sur les cartes postales commencent à ressembler à des bouches grandes ouvertes. La passerelle craque sous vos bottes, et chaque sifflement de vapeur ressemble à quelque chose qui respire. L'air sent le soufre et le métal chaud, et la température oscille entre le froid et une chaleur presque fiévreuse, selon la direction du vent qui pousse la vapeur. Le faisceau de ma lampe frontale découpait un tunnel étroit à travers le brouillard, tirant des formes pâles de rampes et de panneaux d'avertissement de l'obscurité. J'ai marché en premier sur la boucle supérieure, appelant son prénom toutes les quelques minutes comme on nous l'a appris. Rien ne m'a répondu, à part le bouillonnement constant des bassins et le grondement lointain d'une cheminée. J'ai vérifié chaque banc, chaque petit sentier secondaire menant à un belvédère. Aucun sac, aucune personne, aucun téléphone tombé. Je me répétais que c'était bon signe, qu'aucun indice ne signifiait qu'elle était probablement déjà quelque part au chaud, agacée par une mauvaise réception. À mi-chemin du tronçon principal, je l'ai vue. Une forme sombre sur la passerelle, juste après l'un des panneaux, resté sur le sentier, que les visiteurs utilisent pour prendre des photos. Pendant une seconde, mon cerveau a insisté pour dire que ce n'était qu'une autre ombre projetée par ma lampe frontale. Mais en m'approchant, le contour s'est précisé. Une botte, en cuir marron, taille femme, posée sur le côté, les lacets défaits comme si elle avait été enlevée en hâte. Je me suis accroupi à côté et j'ai senti le premier vrai nœud d'angoisse. La botte était chaude, mais pas à cause d'un pied. La semelle avait pris la chaleur de la passerelle.
Une carte du parc pliée gisait à côté, alourdie par un petit caillou, comme si quelqu'un avait intentionnellement laissé ces objets là pour qu'on les trouve. Les poils de mes bras se sont dressés. Les gens perdent du matériel tout le temps, mais ils ne l'arrangent pas généralement ainsi. J'ai balayé le faisceau de ma lampe sur l'écart entre les rampes et la fine croûte au-delà. Au début, je n'ai vu que de la vapeur et une lueur pâle indiquant que le sol transportait plus de chaleur qu'il n'aurait dû. Puis mon faisceau a capté autre chose. Une paire de traces de traînées peu profondes commençant au bord des planches et s'étendant à travers la surface pâle jusqu'à ce que le brouillard les avale. Pas des empreintes de pas, pas des traces d'animaux. De larges lignes, comme si quelque chose de lourd avait été tiré ou poussé. L'entraînement a pris le dessus. J'ai activé ma radio et donné ma position. J'ai dit que j'avais des effets personnels appartenant probablement à la randonneuse disparue et des signes possibles de déplacement hors sentier. La voix de mon superviseur m'a répondu, plus calme que je ne l'étais, me disant de rester en position, de ne pas tenter de secours sur un terrain instable, et qu'il envoyait un autre gardien avec une imagerie thermique depuis le côté du parking. Standard, rassurant, familier. Ce qui n'était pas familier, c'était la manière dont la vapeur s'est déplacée pendant que j'attendais. Elle souffle généralement avec le vent en courant long et prévisible. Cette nuit-là, elle semblait tourner en petits cercles autour des traces de traînées, s'épaississant jusqu'à ce que le faisceau de ma lampe frontale me soit renvoyé directement. Le bassin est devenu étrangement silencieux. Les petits sons constants de l'eau bouillante et des cheminées sifflantes se sont transformés en une sorte de silence étouffé, comme si quelqu'un avait jeté une couverture sur un moteur en marche. C'est alors que j'ai entendu mon nom. Il venait du brouillard, au-delà de la passerelle, dans la direction des traces de traînées. Ryan. Clair, calme, exactement comme mon superviseur le dit quand il veut attirer mon attention pendant un briefing. Le rythme, la légère intonation descendante à la fin. Tout était identique. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai soulevé ma radio. Oui, je reçois, ai-je dit, me sentant stupidement soulagé. Je suis toujours aux dernières coordonnées que j'ai envoyées. Vous êtes presque là. Il y a eu une pause. Puis sa voix réelle a crépité à travers, aiguisée par la confusion. Répétez, dernier Ryan. Je ne vous ai pas appelé. Je suis encore à 5 minutes du parking. J'ai fixé la radio, puis le brouillard. Il n'y avait eu aucune interférence dans la voix que j'avais entendue, aucune distorsion électronique. Elle était venue de l'air lui-même, du mur blanc devant moi. Je me suis dit que j'étais fatigué, que l'odeur de soufre me donnait mal à la tête, que j'avais mal entendu un déplacement de vapeur dans une conversation lointaine. Je me suis dit beaucoup de choses dans les 30 secondes suivantes que je ne crois plus aujourd'hui. Ryan. La deuxième fois était plus proche. Juste au bord de la passerelle, quelque part en dessous du niveau des yeux. Le même ton familier, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant. Quelque chose comme un murmure chevauchant le son principal. J'ai reculé sans le vouloir, les planches craquant sous mes bottes. Chaque règle qu'on nous martèle pour rester sur la passerelle a commencé à défiler dans ma tête. Croûte fine, bassin brûlant. Les gens qui meurent ici ne partent pas rapidement. Les vidéos de formation montrent des images qu'on ne montre généralement pas au public. Une peau qui semble bouillie, des vêtements fondus dans la chair. La partie rationnelle de mon cerveau me disait que si la randonneuse disparue était tombée, elle était déjà au-delà de toute aide. Le reste de moi écoutait mon propre nom prononcé par une voix qui savait exactement comment me faire lui faire confiance. J'ai balayé lentement la lumière le long de l'écart, forçant mes mains à rester stables. Pendant un moment, il n'y avait que du blanc tourbillonnant. Puis, juste assez longtemps pour que je puisse le remarquer, la vapeur s'est éclaircie. Quelque chose était là-bas, sur la croûte. Pas debout, pas exactement. Cela ressemblait à une silhouette humaine courbée, un bras tendu vers la passerelle. La peau qui se voyait dans ma lumière était pâle par endroits, sombre et humide ailleurs, comme si des parties avaient cuit et s'étaient détachées. Le visage, si c'en était un, était tourné de l'autre côté. Ce qui a attiré mon attention plus que tout, c'était le fait que la silhouette se trouvait là où aucun être humain vivant n'aurait dû pouvoir se tenir. La croûte était si fine qu'un bison peut la percer. Je savais cela grâce à la formation de secours. Je le savais dans mes os. La vapeur a roulé sur elle dans une bourrasque de soufre et de chaleur, cachant tout. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai dû faire un bruit, car la voix dans le brouillard a changé. Elle a cessé de ressembler à mon superviseur. La structure des mots est restée la même,
mais quelque chose dans le ton a glissé de côté, comme un enregistrement qui ralentit et accélère en même temps. « S'il te plaît, a-t-elle dit, tu dois descendre de la passerelle. Je ne peux pas atteindre. » Il y avait une note dans ce dernier mot qui a fait se rebeller chaque instinct en moi. J'ai travaillé assez d'appels de traumatisme pour reconnaître une vraie panique. Ce n'était pas ça. Il n'y avait pas d'urgence, pas de bégaiement sur les syllabes, pas d'essoufflement. Cela ressemblait à quelqu'un faisant une très bonne imitation de détresse sans comprendre ce que cela fait vraiment. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, respirant par à coups l'air chargé de soufre, fixant un mur blanc de brouillard. Je me souviens avoir pensé à toutes les histoires que les gardiens se racontent à la fin de la saison. Les disparitions qui n'ont jamais été élucidées, les grilles de recherche qui ont révélé des vêtements soigneusement empilés sans empreinte de pas s'éloignant. La manière à moitié plaisante dont les gens disaient que le parc prend ce qu'il veut. Je détestais cette phrase. Cette nuit-là, elle s'est enroulée autour de mes côtes comme une main. Je me suis forcé à parler. « Madame, si vous m'entendez, vous devez vous diriger vers ma voix sans quitter le sol solide. Je ne peux pas venir vers vous. La passerelle est le seul endroit sûr. » Ryan, cette fois, c'était presque un sifflement. La voix a coupé la mienne, nette et irritée, comme un parent faisant taire un enfant. « Tu ne laisses pas les gens derrière toi. » Elle connaissait ma formation. Elle savait exactement quelle corde faire vibrer. À l'école d'ambulancier, on nous martelait une phrase en particulier, « Tu n'abandonnes pas un patient qui est encore viable. » J'avais répété cette phrase à voix haute dans plus d'un débriefing. Je ne l'avais jamais dite devant mon équipe actuelle. Entendre ces mots précis me revenir dans le brouillard a brisé quelque chose que je ne savais pas être fragile. J'ai fait un autre pas en arrière. Mon talon a heurté le montant d'un panneau de sécurité et m'a arrêté. La passerelle derrière moi s'incurvait dans l'obscurité. Devant moi, il n'y avait que de la vapeur et ces deux traces de traînées chuchotant vers l'inconnu. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que si je restais où j'étais, quelque chose finirait par émerger de cet écart et attraperait ma cheville. L'envie de fuir se battait avec l'envie de me figer. Des phares ont traversé les arbres derrière moi, projetant une lumière faible sur les rampes. La voix d'un autre gardien est venue par la radio, cette fois de manière normale, avec le bruit du vent, demandant à nouveau ma position exacte. Le sortilège s'est brisé comme du verre. Je suis près du marqueur 7 sur la boucle supérieure, et je dis plus fort que je ne l'avais voulu. Conseiller une extrême prudence. J'ai probablement une victime mortelle hors de la passerelle, terrain instable, et des anomalies auditives. Je détestais la façon dont cela sonnait, mais il n'y avait pas d'autre phrase qui convenait. Dès que j'ai parlé à quelqu'un de vérifiablement réel et qui s'approchait, le bassin a changé. Le bruit ambiant est revenu en un rush. Les bassins bouillonnants, le grondement lointain d'une cheminée, le petit craquement des planches qui refroidissent. La vapeur devant moi a commencé à se déplacer avec le vent. Plus de tourbillons circulaires, plus de voix. Mon partenaire m'a rejoint en quelques minutes, son visage crispé contre l'odeur et le froid. Nous avons sécurisé la zone, noté l'emplacement de la botte et de la carte, et fait ce que nous pouvions depuis la sécurité des planches. L'imagerie thermique a détecté une masse chaude irrégulière au-delà du bord de la passerelle, juste là où les traces de traînées disparaissaient. Une équipe spécialisée avec l'équipement adéquat a confirmé ce que nous soupçonnions déjà le lendemain. Des restes humains, non intacts, non accessibles sans risquer une autre vie. Le rapport officiel indique que la randonneuse disparue a ignoré plusieurs avertissements, quitté le sentier désigné et est tombée à travers une croûte fine dans un canal d'écoulement brûlant. Il énumère la cause du décès en termes cliniques. Je ne vais pas la répéter. Il n'y a aucune mention de la botte arrangée, de la carte alourdie par un caillou, ou de la voix qui a prononcé mon nom avant que quiconque n'ait diffusé par radio. Il n'y a certainement aucune ligne sur une silhouette dans le brouillard se tenant là où personne ne devrait se tenir. Les gens demandent pourquoi j'ai quitté après cette saison. Je leur dis que c'était l'épuisement, que je voulais un travail plus stable, quelque chose de plus proche de ma famille. Tout cela est vrai. Ce n'est pas toute la vérité. La partie que je ne dis pas est celle-ci, une semaine après la récupération, je me suis réveillé dans mon appartement en ville avec l'odeur de soufre et le son de quelqu'un chuchotant mon nom depuis le coin de la pièce où la vapeur de ma douche avait l'habitude de stagner le plus longtemps. La fenêtre était fermée. La ventilation était éteinte. Il n'y avait pas de brouillard visible. Juste cette voix, patiente et amusée, disant « Tu ne laisses pas les gens derrière toi, Ryan. » Même pas quand les planches se terminent. J'ai déménagé de Yellowstone le mois suivant.
Je n'ai plus mis les pieds sur une passerelle de bassin de geyser depuis. Et lors des nuits froides, quand la condensation rampe sur le miroir de la salle de bain et que j'y vois des formes qui ne correspondent pas tout à fait à mon reflet, je me souviens des traces de traînée et de la main émerge d'un sol impossible. Et je me demande combien d'histoires nous avons attribuées à des erreurs de visiteurs alors qu'elles étaient en réalité autre chose qui tendait la main à travers le brouillard, apprenant à sonner comme les personnes en qui nous avons le plus confiance. J'aimais l'odeur de la fumée. La plupart des gens entendent cela et pensent aux incendies de maison ou aux cigarettes, mais pour moi, c'était toujours les feux de camp et les brûlages contrôlés. Cette odeur âcre et sèche qui signifiait que la forêt faisait ce qu'elle devait faire. Le feu fait partie du cycle. C'est ce qu'on vous enseigne lors de la formation des gardiens. Ce qu'on ne vous enseigne pas, c'est ce qui se passe quand quelque chose refuse de brûler. Je m'appelle Ella, et la dernière saison où j'ai travaillé à Yellowstone, on m'a affecté à la surveillance d'une cicatrice de feu qui ne s'est jamais comportée comme elle aurait dû. L'été précédent, un éclair avait détruit une grande partie de la forêt à la lisière de mon district. Il avait fait chaud cette année-là. Les aiguilles sèches s'étaient accumulées en couches épaisses. Et malgré les meilleurs efforts des équipes, l'incendie avait brûlé plus fort et plus longtemps que quiconque ne l'aurait souhaité. Quand il fut enfin éteint, le flanc de la colline n'était plus qu'un squelette. Des troncs d'arbres noirs, de la cendre flottant sous les pieds. La terre elle-même était cuite en plaques dures et fissurées. Moche. Mais les écologistes étaient excités. Ce genre de perturbation ouvre la lumière pour une nouvelle croissance. La vie suit le feu. C'est le cycle. Mon travail cet automne était simple sur le papier. Parcourir le périmètre, documenter la repousse, signaler les arbres dangereux, et m'assurer que les touristes ne s'aventuraient pas dans des zones instables pour la photo Instagram parfaite. J'ai passé des semaines à marcher sur des charbons, à prendre des notes sur les petites pousses vertes qui perçaient la cendre. C'était, d'une certaine manière, porteur d'espoir. La forêt était blessée, mais elle guérissait. Il y avait une exception. La première fois que j'ai vu l'endroit épargné, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. Je suivais une ligne GPS le long du bord supérieur de la zone brûlée, la cicatrice noire d'un côté, une forêt intacte de l'autre. C'était un travail fastidieux, marcher en travers sur un sol meuble, respirant une poussière qui avait un goût fin de vieille fumée. J'ai tourné un virage entre deux grands affleurements de granit et j'ai dû m'arrêter, car devant moi, le monde était faux. Imaginez marcher à travers une zone de guerre et trouver une maison intacte au milieu des décombres. C'est ce que cela faisait. Toute la pente avait brûlé jusqu'à la ligne de crête, sauf pour une zone ovale de la taille d'un petit pré. À l'intérieur de cette frontière, les arbres étaient verts. Le sol était couvert de mousse. Les troncs tombés gisaient intacts au lieu d'être réduits en cendres blanches. Cela ressemblait à un morceau de forêt que quelqu'un aurait découpé d'une photo prise des années plus tôt et collée sur le présent. J'ai vérifié ma carte 2 fois pour m'assurer que je ne lisais pas mal une bordure. La ligne de périmètre de l'incendie sur la tablette traversait exactement l'endroit où je me tenais. Selon les données, cet endroit aurait dû s'embraser comme le reste, mais les troncs à la frontière racontaient une histoire différente. Ils étaient carbonisés à l'extérieur, oui, mais seulement du côté tourné vers l'extérieur. Les moitiés intérieures étaient intactes, l'écorce encore rugueuse et vivante sous ma main. Je me suis approché, mes bottes laissant des empreintes dans la cendre jusqu'à ce que j'atteigne la ligne où le sol changeait. D'un côté, la poussière grise s'élevait autour de mes lacets. De l'autre, le sol était humide et élastique, une fine couche de mousse verte amortissant mes pas. L'air semblait plus frais à l'intérieur de ce cercle invisible. Plus calme, d'une certaine manière. Même le son lointain du vent semblait s'atténuer. Au centre de la clairière épargnée se trouvait un groupe de pierres empilées en un anneau bas, à hauteur de genoux. Pas tout à fait un cercle de feu, pas tout à fait un cairn. 4 pierres plus grandes formaient les coins de ce qui aurait pu être un carré si cela avait été disposé plus précisément. Quelqu'un avait pris son temps. Les pierres n'étaient pas choisies au hasard. Elles étaient sélectionnées, les faces les plus plates tournées vers l'intérieur, les lichens grattés par endroits pour révéler le granit pâle en dessous. J'ai marché autour, comptant mes pas, 12 enjambés dans n'importe quelle direction. Le centre de l'anneau était de la terre nue, plus sombre que le sol extérieur, et juste assez humide pour garder l'empreinte de ma botte quand je l'ai testé. Aucune pousse, aucune aiguille, juste ce cercle sombre de terre exposé. Au deuxième tour, j'ai remarqué la gravure. Elle était sur le bord intérieur de l'une des pierres d'angle, pas évidente à moins de se tenir dans l'anneau et de regarder vers le bas.
Un ovale lisse avait été gratté proprement. Et au centre, quelqu'un avait taillé une forme simple, une ligne verticale avec 2 barres courtes la traversant près du sommet. Cela aurait pu être un arbre grossier ou une figure au bras levé, ou rien du tout si l'on était généreux. Les rainures étaient peu profondes mais nettes, comme si elles avaient été faites avec un bon couteau et une main patiente. J'aurais dû laisser cela tranquille. Je le sais maintenant. À l'époque, cela semblait être une découverte, un élément humain dans une mission par ailleurs impersonnelle. Quelque chose que je pouvais photographier, consigner, et peut-être en plaisanter plus tard à la station. J'ai trouvé de l'art en arrière-pays dans la zone brûlée, ce genre de choses. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de stupide. Je me suis penché et j'ai passé mes doigts sur la gravure. Un petit disque plat de pierre, de la taille d'une pièce de monnaie, s'est détaché d'une fissure près des lignes gravées et est tombé dans ma paume. Il était étrangement lisse d'un côté, rugueux de l'autre. Le même symbole était griffonné sur sa face de manière plus hâtive, comme une copie rapide. Je l'ai retourné 1 fois, 2 fois, puis je l'ai glissé dans la poche de poitrine de mon uniforme. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai considéré comme un morceau de l'histoire de cet endroit, un petit talisman d'une forêt qui avait refusé de brûler. Peut-être que j'étais simplement fatigué et que je ne réfléchissais pas clairement. En sortant de la clairière, j'ai failli percuter un autre gardien. C'était l'un des anciens. Barbe grise, visage buriné, le genre d'homme qui avait une histoire pour chaque rocher et chaque crête. J'avais vu son nom sur les plannings, partagé des canaux radio avec lui, mais nous n'avions jamais passé beaucoup de temps ensemble sur le terrain. Il se tenait juste à l'extérieur de la frontière verte, les bottes plantées dans la cendre, les yeux fixés sur l'anneau de pierre derrière moi. « Tu es entré là-dedans » a-t-il demandé. Je me suis arrêté. Oui, je documentais. C'est étrange comme cet endroit a été épargné, a-t-il dit en hochant lentement la tête. Les locaux l'appelaient l'endroit épargné bien avant le parc. Tu ne devrais pas t'attarder. J'ai essayé de garder un ton léger. Eh bien, le feu semble d'accord avec eux. Tu as vu cet anneau avant l'incendie ? Son regard a glissé vers ma poitrine pendant 1 seconde. Plus tard, je me demanderai s'il avait vu la légère bosse que faisait le disque de pierre dans ma poche. Certaines choses restent où elles sont, a-t-il dit. Le feu les contourne. C'est tout ce que tu as besoin de mettre dans ton rapport. Cela m'a dérangé pendant la randonnée du retour qu'il n'ait pas répondu à ma question. Cela m'a encore plus dérangé chaque fois que je regardais par-dessus mon épaule, et que j'avais l'impression que l'anneau de pierre était plus proche du bord de la zone brûlée qu'il ne l'aurait dû, comme si les troncs noircis s'étaient légèrement recroquevillés pour lui faire plus de place. Cette nuit-là, dans la cabane, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la clairière. J'aurais dû être épuisé. Mais mon corps vibrait comme si j'avais bu trop de café. Le petit jeton de pierre reposait sur la table à côté de ma couchette, captant la lumière de la lanterne d'une manière qui faisait paraître le symbole griffonné plus profond. Quand j'ai finalement réussi à m'endormir, j'ai rêvé de feu. Pas un mur de flammes rugissantes comme on en voit aux informations. C'était une combustion lente et rampante, des langues d'orange léchant le sol de la forêt, transformant les aiguilles et les branches mortes en lignes incandescentes. J'étais debout au milieu, regardant les arbres craquer et tomber, entendant les animaux fuir dans l'obscurité au-delà de la lumière. Mais la chaleur ne m'a jamais touché. Elle contournait mon corps comme de l'eau autour d'un rocher, mordillant les bords du cercle invisible dans lequel je me tenais, mais sans jamais le traverser. Quelque part dans la fumée, j'ai entendu une voix que je ne pouvais pas tout à fait distinguer, comme si quelqu'un parlait de l'autre côté d'une porte fermée, juste assez fort pour que je sache que je m'adressais à moi. Je me suis réveillé avec le cœur battant et le goût de cendre dans la bouche. La cabane sentait faiblement la fumée, mais ce n'était pas inhabituel. Le vieux bois avait absorbé des décennies de cela. Ce qui était inhabituel, c'était la manière dont ma respiration fumait dans l'air, alors que le thermomètre sur le mur indiquait 60 degrés Fahrenheit à l'intérieur. Ma peau me picotait, comme si je venais de rentrer d'une journée froide. Mais quand j'ai touché mon bras, il était chaud, presque trop chaud. Je me suis dit que c'était un mauvais rêve et je me suis préparé pour la journée. La pierre est retournée dans ma poche sans que je prenne vraiment une décision consciente. Il semblait mal de la laisser derrière moi. Les choses étranges ont commencé petit. Lors de ma prochaine randonnée dans la zone brûlée, l'air autour de la clairière épargnée semblait quelques degrés plus chaud que le reste de la pente, même si le soleil était caché par les nuages. Ma gourde était tiède quand je l'ai sortie de mon sac près de la frontière, comme si elle avait été posée près d'un poêle. Quand le vent s'est levé,
La cendre a tourbillonné sur le flanc de la colline, mais aucune n'a traversé la zone verte. Elle a heurté une ligne invisible et s'est enroulée, s'accumulant en petits tas le long du bord comme de la neige contre une clôture. J'en ai ri à la radio la première fois que j'en ai parlé. Blake, c'était le nom du gardien plus âgé, n'a pas ri en retour. Fais ton travail et laisse ça tranquille, a-t-il dit. Les endroits comme ça ont leurs propres arrangements. Arrangements. C'était un choix de mots si étrange que cela m'est resté en tête. Des arrangements avec quoi? Le feu, la terre, autre chose. La deuxième nuit, l'odeur m'a réveillé, forte cette fois. Pas de la fumée de cabane, mais une combustion fraîche, âcre et sèche, portée par un vent qui faisait trembler les fenêtres. Je me suis levé du lit, certaine qu'il y avait eu une résurgence quelque part près de la cabane, et j'ai attrapé mes bottes. Au moment où j'ai atteint la porte, l'odeur avait disparu. Dehors, les étoiles étaient claires, l'air coupant. Aucune lueur à l'horizon, aucun craquement lointain. De retour dans ma couchette, le danger immédiat passé, j'ai réalisé que mon oreiller était chaud. Pas seulement réchauffé par ma tête, mais chaud comme s'il avait été posé au soleil. Ma main s'est retirée légèrement humide. Et pendant un moment de panique, j'ai cru que c'était de la sueur. Jusqu'à ce que je voie la légère trace grise sur ma paume. De la cendre. J'ai commencé à poser la pierre par terre. Puis à l'éloigner de moi, mais l'idée m'a rempli d'une vague irrationnelle de panique. J'ai compromis en l'enveloppant dans un bandana et en la glissant plus profondément dans mon sac, me disant que je la déposerais à la station comme une découverte intéressante plus tard dans la semaine. Le troisième jour, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans la clairière épargnée. J'y étais monté seul, Blake couvrant une autre section. La lumière du matin traversait les troncs noirs, transformant la cicatrice de l'incendie en une forêt d'ombre fine. À l'intérieur de l'ovale vert, la lumière était plus douce, tamisée par les aiguilles vivantes. Je me suis dirigé vers l'anneau de pierre, j'ai compté mes 12 pas habituels, et je me suis accroupi pour prendre une autre série de photos pour comparaison. C'est alors que je l'ai senti. La très faible sensation de quelqu'un se tenant juste derrière moi. Ce n'était pas un son au début, plutôt le subtil déplacement d'air que l'on ressent quand un autre corps entre dans notre espace. Les poils de ma nuque se sont dressés. Ma gorge s'est asséchée. Je me suis dit que c'était juste la manière dont la brise s'engouffrait entre les rochers, la différence de température entre le sol brûlé et non brûlé. Je ne me suis pas retourné. « Bonjour », ai-je dit, gardant ma voix égale. « Blake, si c'est toi, ce n'est pas une bonne blague. » Aucune réponse. La sensation de présence est restée, une pression entre mes omoplates. Lentement, je me suis levé, l'appareil photo pendant à sa sangle. Mes bottes semblaient plus lourdes qu'elles ne l'auraient dû. Le symbole sur le jeton de pierre dans mon sac semblait vibrer contre ma colonne vertébrale, même si je savais que c'était impossible. « Je sais que tu es là », ai-je dit. « Tu n'es pas censé être dans cette zone. » Dégâts dus au feu. Les aiguilles sèches au-dessus de moi ont bruissé. La chose derrière moi a inspiré. C'était un son subtil, presque perdu sous le vent. Une longue et lente inspiration, comme des soufflets attirant l'air dans un lit de charbon couvant. Cela a commencé bas, puis a monté en tonalité jusqu'à frôler la limite de la voix humaine. Ella a dit quelque chose. Mon nom est tiré comme une bûche craquant dans un feu ardent. Je me suis retourné d'un coup. Il n'y avait personne. Juste le cercle de verdure, l'anneau de pierre, le mur noir des troncs brûlés au-delà. Aucune empreinte dans la mousse, sauf les miennes. Aucune cendre dérangée à la frontière. L'air, cependant, était plus chaud. Pas un chaud agréable, mais un chaud de four. Ma peau picotait, et j'ai réalisé que la sueur coulait le long de ma ligne de cheveux malgré la journée fraîche. J'ai reculé hors de la clairière, le cœur battant, et je ne me suis arrêté qu'une fois à une bonne vingtaine de mètres dans la zone brûlée. Là, l'air est revenu à la température attendue, frais avec une légère touche de neige précoce. Ma respiration fumait normalement. Mes mains tremblaient. J'ai failli le signaler, failli dire à la centrale que j'étais effrayé par une parcelle de forêt qui avait échappé à un incendie. Au lieu de cela, j'ai contacté Blake par radio. « Tu t'es déjà senti observé près de l'endroit épargné ?» Silence, puis un soupir. « Tu as pris quelque chose, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. La question m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. « Juste un petit caillou gravé, ai-je admis. Je pensais que c'était un vieux marqueur. » « Pourquoi ? Remets-le, a-t-il dit.
Aujourd'hui, avant la nuit. Qu'est-ce que c'est? Une promesse, a-t-il dit. Et tu ne veux pas être du mauvais côté de celui qui l'a faite. J'ai ri nerveusement. Allez, ça ressemble à quelque chose que tu racontes au bleu pour t'amuser. J'ai travaillé ici pendant 30 ans, a-t-il dit. J'ai vu cet incendie monter droit sur cette crête et s'allonger comme s'il avait heurté du verre en atteignant ces arbres. Nous avons perdu 2 structures et un camion parce que le vent a tourné autour de cet endroit. Il a soufflé les braises sur le côté au lieu de les traverser. Parfois, le feu respecte les anciennes limites. Parfois, on lui dit de le faire. Je suis remonté avec une vitesse que je réserve habituellement aux tempêtes qui approchent. La clairière était plus sombre maintenant, les ombres s'allongeant. L'anneau de pierre ressemblait moins à un artefact et plus à une bouche ouverte. Je n'ai pas osé y entrer cette fois. Je me suis tenu au bord, j'ai déballé le jeton du bandana, et j'ai hésité seulement une seconde avant de le lancer pour qu'il atterrisse avec un clic sourd dans le centre de terre nue. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis une brise a traversé la forêt brûlée, portant avec elle le bruit sec et papyracé de la cendre qui se déplaçait. Les troncs noirs autour de la clairière semblaient s'incliner légèrement vers l'intérieur, comme pour hocher la tête. Une vague de chaleur a balayé mon visage, assez pour piquer mes yeux, puis a disparu comme si quelqu'un avait ouvert une porte vers une pièce plus fraîche. Le lendemain matin, quand je suis monté avec Blake, la clairière avait disparu. Pas progressivement, pas d'une manière qui aurait eu du sens. L'ovale vert avait été effacé. Les arbres à l'intérieur de la frontière étaient aussi noirs et squelettiques que le reste de la pente. La mousse avait disparu, remplacée par une fine couche de cendre. L'anneau de pierre gisait effondré, dispersé comme si quelque chose l'avait repoussé vers l'extérieur depuis le centre. Dans la terre nue où se trouvait l'anneau, un cercle parfait de sol était plus clair que le terrain environnant, comme s'il avait brûlé plus fort que tout ce qui l'entourait. Nous sommes restés là longtemps sans rien dire. Je suppose que tes arrangements ont changé, ai-je dit enfin, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Blake n'a pas répondu. Ses yeux sont restés fixés sur le cercle pâle de terre. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Le feu prend toujours ce qui lui est dû, a-t-il dit. Si quelque chose le retient, il garde une note. Peut-être que tu as payé quand tu as remis ce morceau. Peut-être que quelque chose d'autre l'a fait. J'ai quitté cette affectation quelques semaines plus tard. Officiellement, c'était juste la fin de mon contrat saisonnier. Officieusement, j'étais reconnaissante d'échanger ce flanc de colline contre n'importe quel autre morceau de terre. Je travaille toujours en plein air. Je sens encore parfois la fumée. Mais maintenant, quand une ligne de feu s'arrête brusquement autour d'un bosquet d'arbres qui aurait dû brûler, je ne m'aventure pas dans le verre sans réfléchir très soigneusement à qui ou à quoi pourrait se tenir là, en train de compter. Je ne garde plus de petits souvenirs des endroits étranges. Certaines choses à Yellowstone ont déjà été revendiquées, et quand le feu les contourne, ce n'est pas toujours un accident. Je m'appelle Carter, et je pensais qu'une tour de guet était l'endroit le plus sûr où l'on pouvait se trouver à Yellowstone. Au-dessus des arbres, une vue dégagée dans toutes les directions. Des murs solides entre vous et ceux qui se déplacent dans l'obscurité en bas. C'était avant que j'apprenne que certaines choses ne viennent pas d'en bas. Certaines choses passent par les haut-parleurs. L'affectation à la tour était censée être une récompense. Un poste tranquille, de longues périodes de solitude, une chance de prouver que je pouvais assumer des responsabilités sans que quelqu'un me surveille. J'ai dit à tout le monde que c'était parfait pour moi. J'aimais ma propre compagnie. J'aimais l'ordre. La tour était une question de routine. Journal météo à l'aube, balayage à mi-matin, vérification de fumée toutes les heures, rapport du soir, extinction des feux. La première semaine s'est presque passée paisiblement. J'ai mémorisé les lignes de crête, appris à repérer les évents thermaux qui dégageaient juste assez de vapeur pour ressembler à une colonne au lever du soleil. Je pouvais dire quelles ombres étaient des bisons et quelles étaient des souches, simplement par la manière dont elles se déplaçaient quand le vent changeait. La nuit, je lisais de vieux rapports de cas et écoutais le bourdonnement bas de la radio, réconforté par la pensée que si quelque chose tournait mal, quelqu'un pouvait me joindre d'un simple appui sur un bouton. À la deuxième semaine, le silence a commencé à s'insinuer dans ma tête. Il y a une sorte de calme dans ces tours que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas vraiment vide. Le bâtiment craque. Le poêle clique en refroidissant. La rampe métallique chante un peu quand les rafales la frappent juste comme il faut.
Mais sous tout cela, il y a une immensité silencieuse, comme la pause dans une conversation quand quelqu'un est sur le point de dire quelque chose d'important et n'a pas encore décidé comment. La première fois que la voix est venue, j'étais à moitié endormi dans la couchette, la radio allumée à volume bas près de mon coude. Je me suis réveillé à cause des interférences, ce qui n'était pas inhabituel. Le temps avait été instable ce jour-là, et le répéteur crachait parfois des parasites quand les nuages se formaient trop vite. J'ai tendu la main pour ajuster le volume, plus agacé qu'autre chose. Puis, sous les interférences, je l'ai entendu. Allô ? Une voix de femme, fine, tremblante, pas le débit net et entraîné de la centrale. Est-ce que quelqu'un est là ? Je me suis assis si vite que ma tête a heurté la rampe de la couchette. Reçu. Ici la tour 4. Allez-y, mon cœur battait déjà plus vite, passant en revue les possibilités. Randonneur perdu, campeur blessé, quelqu'un avec un relais radio défectueux. Silence. Les interférences ont sifflé, monté, redescendu. S'il vous plaît, a dit la voix. Je ne sais pas où je suis. Ils ont dit que quelqu'un écouterait. Cette phrase seule a fait dresser les poils de mes bras. Nous disons beaucoup de choses aux visiteurs, mais pas celle-là. Ils ont dit que quelqu'un écouterait. Ce n'est pas notre langage. Ce n'est pas un script de n'importe quel briefing que j'ai jamais donné. J'ai appuyé à nouveau sur le bouton du micro. Je vous entends. Pouvez-vous me donner votre nom et tout repère que vous voyez ? De l'eau, des routes, des lumières ? Une autre pause. J'ai entendu ce qui aurait pu être une respiration, faible et irrégulière, comme quelqu'un essayant de ne pas pleurer. « Tu me connais, Carter ?» a-t-elle chuchoté. « Tu sais exactement où je suis. » L'air est sorti de mes poumons en un coup. Je ne me souvenais pas lui avoir dit mon nom. Je ne me souvenais pas l'avoir entendu prononcer mon nom sur cette ligne. Mais le voilà, suspendu entre nous dans la petite tour étroite. J'avais entendu cette voix auparavant. Pas dans le parc, pas à la radio. Dans une autre vie, assis au bord d'un lit jumeau dans un appartement hors campus, écoutant quelqu'un expliquer pourquoi elle ne pouvait plus continuer à essayer de me joindre si je ne rappelais jamais. Elle s'appelait Anna, et cela faisait 4 ans que nous ne nous étions pas parlé. J'ai avalé ma salive et j'ai essayé de repousser ce souvenir là où il appartenait. Je pense que vous avez la mauvaise fréquence, ai-je dit. Ma bouche était soudainement sèche. C'est un canal restreint. Pouvez-vous répéter votre position ? La radio a crépité, puis s'est éteinte. J'ai changé de canal, vérifié avec la centrale, même appelé une autre tour pour voir si quelqu'un d'autre avait capté des bavardages parasites. Rien. Personne d'autre n'avait entendu quoi que ce soit. Au matin, je m'étais à moitié convaincu que c'était un rêve. La tour devient chaude en fin d'après-midi, même en saison intermédiaire, et il est facile de s'assoupir sans s'en rendre compte. Je l'ai mis sur le compte du stress et de la solitude. Le cerveau rejouant de vieilles cassettes dans un nouveau décor. 2 nuits plus tard, la voix est revenue. Cette fois, j'étais pleinement éveillé, en train de faire un dernier balayage avec les jumelles avant de consigner le rapport de minuit. La radio était allumée mais silencieuse. Pas d'alerte météo, pas d'activité incendie, juste les vérifications de routine occasionnelles des unités dans les vallées. Je venais de poser les jumelles quand le haut-parleur a crépité comme si quelqu'un frottait du papier de verre sur du métal. Imparté. Je me suis penché. Répété. Interférence, puis plus clair. Carter, ne raccroche pas, ma main s'est resserrée sur le micro. Identifiez-vous. Tu parlais de cette vue, a-t-elle dit. Tu te souviens ? Tu disais qu'il y avait une tour d'où on pouvait voir à l'infini. Tu disais que tu voulais m'y emmener. Le monde a vacillé un instant. J'avais dit quelque chose comme ça une fois, tard dans la nuit. Plus une ambition qu'un plan. Je n'avais jamais vraiment donné suite. Je pense que vous avez la mauvaise. Ai-je commencé ? La radio a crépité assez fort pour me faire sursauter. Ces mots suivants sont sortis d'une manière qui m'a fait tomber l'estomac. Tu m'as laissé, a-t-elle dit. Tu n'as pas le droit de me laisser encore. Un éclair a zébré le ciel loin à l'ouest, trop lointain pour être entendu, juste des veines de lumière silencieuses dans les nuages. J'ai vérifié le numéro du canal. C'était la fréquence assignée à la tour, celle qui revenait au reste du réseau du parc. Il n'y avait pas de ligne privée, pas de moyen pour quelqu'un de simuler un appel direct. J'ai fait ce que la formation vous dit de faire quand un appelant semble désorienté.
Je l'ai ramené aux bases. Que voyez-vous maintenant, ai-je demandé. Des arbres, de l'eau, une route, n'importe quoi. Pour la première fois, j'ai entendu autre chose que sa voix et les interférences. Un grondement bas et constant, comme le vent dans un canyon ou l'eau se déversant sur des rochers. En dessous, un cliquetis faible, presque rythmé, comme du métal qui refroidit. Des lumières, a-t-elle dit lentement. Un cercle de lumière dans les arbres et de la fumée. Tu n'écoutes pas. Tu n'as jamais écouté. Cette dernière phrase ne parlait pas du parc. Elle parlait de moi. Des anciennes conversations et des pièces encombrées, des messages vocaux que je n'ai jamais retournés. Qui qu'elle soit, où qu'elle soit, elle n'aurait pas dû savoir aucune de ces choses. J'ai senti la sueur perler le long de ma colonne vertébrale, bien que la tour soit fraîche avec la fenêtre entr'ouverte. Mon propre reflet pendait dans la vitre devant moi, pâle et incertain dans les lueurs faibles et superposées du tableau de bord. Derrière cette version fantôme de mon visage, les montagnes n'étaient que des ombres plus sombres contre le ciel. « Restez où vous êtes, ai-je dit. » Ma voix semblait plate. « Je vais faire trianguler votre signal. Je vais garder cette ligne ouverte. » Elle a ri alors, doucement, sans humour. Cela sonnait exactement comme la nuit où elle m'avait dit qu'elle était fatiguée d'attendre que je me présente. « Tu ne l'as pas gardée ouverte la dernière fois, a-t-elle dit. Tu l'as fermée. Tu as raccroché. Tu te souviens de ce que tu as envoyé par SMS au lieu d'appeler. Je m'en souvenais. Dieu m'aide. Je m'en souvenais. 4 mots, chacun une excuse fragile. Je pouvais les voir dans mon esprit. Noir sur blanc. Je travaille tard. À la radio, le grondement s'est amplifié. Le cliquetis a accéléré en rythme avec mon pouls. Où es-tu, ai-je chuchoté. Regarde en bas, a-t-elle dit. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai pointé la lampe torche droit vers le bas, vers la clairière à la base de la tour. Le faisceau a découpé l'obscurité en une colonne étroite. Il n'y avait rien là. Juste la brousse et le gravier que j'avais vu 100 fois. Mes propres empreintes de pas de la journée étaient encore faiblement visibles là où j'avais nettoyé les débris des marches. Aucun cercle de feu, aucune trace, aucun cercle de lumière. J'ai balayé le faisceau vers l'extérieur, à travers la lisière des arbres, la pente en dessous, le petit ruisseau renvoyant un reflet terne. Rien. Tu n'es pas ici, ai-je dit. Ce n'est pas réel. La radio s'est tue si vite que cela a semblé qu'on avait tiré sur un câble. Je suis resté là longtemps, écoutant les petits clics du métal qui refroidissait et le sang battant dans mes oreilles. Finalement, j'ai consigné une note courte et vague dans le journal sur les interférences et une possible utilisation non autorisée des fréquences. Je n'ai pas mentionné les mots. Je n'ai pas mentionné la manière dont ma propre culpabilité m'avait été renvoyée dans la voix de quelqu'un d'autre. Au cours du mois suivant, le schéma s'est poursuivi. Pas toutes les nuits, jamais 2 fois à la même heure. Parfois, des jours passaient sans rien d'autre que des alertes météo et le trafic de routine de la centrale. Puis, généralement quand le ciel était lourd et que l'air avait un goût d'orage imminent, les interférences s'épaississaient et sa voix glissait à travers. Elle parlait de choses que personne sur les canaux n'aurait dû savoir. Des blagues internes d'il y a des années, la phraséologie exacte d'une dispute que nous avions eue sur un trottoir à 3 villes de ce parc. La manière dont l'enterrement de mon père sentait la laine humide et les lys, toujours coincés entre des fragments à moitié formés sur les arbres, la fumée et les lumières. J'ai envoyé 3 demandes de maintenance distinctes pour la radio. Des techniciens ont grimpé, effectué des diagnostics, remplacé des composants. Chaque fois, ils m'ont dit la même chose. L'équipement était en parfait état de marche. Vous captez probablement des débordements de civils sur une bande voisine, a suggéré l'un d'eux. Ça arrive parfois quand la météo s'empile bizarrement. D'accord, ai-je dit. Je n'ai pas demandé comment un inconnu sur un canal aléatoire aurait su que j'avais un jour quitté un dîner d'anniversaire en prétendant recevoir un appel d'urgence. La dernière nuit dans la tour, l'orage a finalement frappé. La pluie a martelé le toit comme des poignées de gravier. Le vent a poussé contre les murs, faisant trembler toute la structure. Les éclairs ont transformé les fenêtres en miroirs momentanés, reflétant mon propre visage pâle encore et encore. Je venais de terminer la consignation de la vérification météo de 3 heures du matin quand la radio s'est allumée toute seule. Pas d'interférence cette fois, pas de montée, juste sa voix, claire et proche, comme si elle se tenait juste derrière moi. « Descends », a-t-elle dit. « Tu ne peux pas le voir d'ici. Tu ne vois jamais rien d'ici. »
Chaque instinct de survie que j'avais hurlait, non. On ne se promène pas autour d'une tour métallique pendant un orage. On ne descend certainement pas dans des arbres qui semblent essayer d'arracher leurs racines. Je suis resté où j'étais, les jointures blanches sur le bord du bureau. « Tu m'as laissé seul », a-t-elle dit. Les mots se sont superposés à un coup de tonnerre, mais je les ai entendus quand même. « Tu m'as laissé dans le noir. Maintenant, tu vas voir ce que ça fait. »« Où es-tu » Ma voix s'est brisée. Je ne me souciais plus de la manière dont cela sonnait. Le tonnerre a grondé à nouveau, plus proche. Pendant une seconde, toutes les lumières de la tour se sont atténuées et sont revenues. « Juste en dessous de toi », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas regardé en bas. Au lieu de cela, j'ai attrapé les jumelles et les ai balayées en un arc lent et tremblant à travers la lisière des arbres. Dans un éclair, je les ai vues. Pas des lumières exactement, mais des formes pâles entre les troncs, comme si quelqu'un avait accroché des lanternes trop bas par rapport au sol, encerclant la clairière. Elles ont vacillé une fois, 2 fois, puis ont disparu. L'éclair suivant n'a montré rien du tout. Quand le matin est finalement arrivé, l'orage s'est éloigné et la radio s'est tue. Je suis descendu sur des jambes qui ne voulaient à peine me porter. À la base de la tour, le sol était détrempé, boueux, jonché de brindilles et de feuilles. Il n'y avait aucune empreinte de pas sauf les miennes. Aucun signe de campement, aucune marque de brûlure, rien. J'ai demandé un transfert la semaine suivante. Maintenant, des mois plus tard, je me réveille encore à 3h17 du matin. L'heure indiquée sur le dernier journal météo de cette tour. Je garde une petite radio portative sur la table de nuit. Elle est éteinte, les piles enlevées, mais parfois je me surprends à la fixer, en attente. Je ne sais pas si la voix était quelque chose dans ma propre tête, tordant des souvenirs solitaires en quelque chose de plus tranchant, ou si le parc a trouvé un moyen de porter un vieux regret comme un masque. Je sais seulement ceci, ce qui m'a parlé à utiliser la personne que je voulais le plus oublier comme appât. Et quand vous entendez quelqu'un que vous avez échoué appeler à vous depuis le milieu d'un endroit qui ne pardonne pas l'imprudence, il est très difficile de faire confiance à une voix à l'autre bout de la ligne qui demande vraiment à être sauvée. Je m'appelle Nora, et voici la version du rapport qui n'est jamais entrée dans le système. Le dossier officiel pour le cas 27B se lit comme 100 autres incidents de Yellowstone. Un campeur masculin solitaire, la quarantaine, a quitté un site désigné, a subi une chute dans un terrain accidenté, ses restes ont été retrouvés et récupérés avec des signes de carognage par des animaux. Cause du décès, traumatisme contondant compatible avec une chute. Facteur contribuant, mauvais jugement, mépris des avertissements affichés. Fin de l'histoire. Sauf que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était même pas le début. Nous avons reçu l'appel le 2e matin d'un coup de froid début octobre. Un groupe de 3 avait quitté un site en arrière-pays avec un jour de retard et était retourné à la tête du sentier sans leur 4e membre. Selon le groupe, il était parti seul juste avant le coucher du soleil pour obtenir de meilleures photos de la ligne de crête et n'était jamais revenu. Ils avaient cherché pendant 2 heures, puis avaient décidé d'attendre jusqu'au matin. À ce moment-là, une fine couche de neige était tombée, et le sentier de retour au camp était déjà adouci par le vent. Quand j'ai demandé pourquoi ils n'avaient pas contacté plus tôt, le chef de l'expédition a simplement haussé les épaules et dit « Il était tu ». Nous avons pensé qu'il jouait à un jeu de puriste de la survie. Cela m'est resté, la manière décontractée dont les gens parlent d'un autre être humain qu'ils ont laissé derrière eux dans un canyon. Nous nous sommes mobilisés comme nous le faisons toujours. Hélicoptère demandé mais retardé par la météo. Équipe au sol divisée en secteurs de grille. Coordonnées du dernier point connu chargé dans nos unités GPS. J'ai été affecté comme chef sur l'une des lignes de recherche principales. Nous avons marché sous un ciel bas et blanc qui faisait paraître toute la vallée plus petite, comme si le plafond avait baissé de quelques pieds pendant la nuit. La première chose étrange que nous avons trouvée était son sac photo. Il était posé sur un rocher plat surplombant un drainage abrupt, presque parfaitement centré, les objectifs coiffés, la fermeture éclair à moitié ouverte. Aucune neige dessus, seulement autour, comme s'il avait été placé là après que le vent se soit calmé. À côté se trouvait une paire de gants, les doigts alignés, pas jetés ou lancés. Les gens qui sont perdus ou en panique ne disposent pas généralement leurs affaires en ligne nette. Ils les dispersent. Je l'ai signalé, puis j'ai accroché le sac à mon propre sac à dos. L'un des nouveaux gardiens a suggéré qu'il avait peut-être posé cela pour grimper quelque part. Nous avons tous regardé la paroi rocheuse en dessous,
abrupte, lisse avec une fine couche de glace, seulement interrompue par quelques arbustes chétifs accrochés aux fissures. Aucune craie, aucune corde, aucune marque. Cela ne ressemblait pas à un endroit où quelqu'un déciderait de descendre sans équipement. Nous avons continué. Plus tard cet après-midi-là, nous avons atteint une selle étroite entre deux crêtes, une zone que nous savions parsemée de vieux sentiers de gibier et de chemins non officiels que les visiteurs aiment prétendre être des routes secrètes. Alors que nous vérifions les jonctions et appelions son nom, j'ai remarqué que l'une des caméras déclenchées par le mouvement fixé à un pin tordu était tournée dans la mauvaise direction. Ces caméras sont des bourreaux de travail. Elles surveillent les couloirs de faune, enregistrent le trafic humain dans les zones sensibles, nous aident à voir des schémas que nous ne capterions jamais avec les seules patrouilles de jour. Nous les montons soigneusement, orientés pour capturer le maximum de sentiers. Celle-ci avait été tournée pour regarder droit vers le tronc d'un autre arbre, à quelques mètres de là. Aucune vue sur le sentier, juste de l'écorce. J'ai marqué cela pour un examen ultérieur, les redresser à l'angle correct, et j'ai essayé d'ignorer la manière dont le boîtier en plastique semblait légèrement chaud sous mes doigts dans l'air froid. Cette nuit-là, nous avons établi notre camp dans une clairière juste en dessous de la limite des arbres, assez près du dernier point connu pour pouvoir y revenir en 1 heure à la première lumière. La neige tombait en flocons légers et secs, plus comme de la poussière que de la vraie météo. La température a chuté brutalement une fois le soleil couché. Nous avons mangé rapidement, noté nos observations à la lampe frontale, et nous sommes glissés dans des sacs de couchage qui ne semblent jamais aussi chauds que ce que promet la brochure. À un moment après minuit, quelque chose a commencé à tourner autour du camp. Ce n'était pas inhabituel d'avoir de la faune qui se déplace la nuit. On s'habitue à entendre les sabots des wapitis, le pas feutré des coyotes, le lointain mugissement d'un bison frustré. C'était différent. Ce qui que ce soit, cela restait juste au-delà de la limite de notre lumière, marchant délibérément. Aucun pas clair, juste un léger craquement, puis une pause, puis un autre léger craquement, toujours derrière la tente que le veilleur actuel ne faisait pas face. Nous avons pris des tours pour nous asseoir, regarder, appeler doucement, et, l'ours, continuer à avancer. Routine standard. Aucun éclat d'yeux ne nous a été renvoyé. Aucun souffle haletant, aucun craquement de branches. Juste ce mouvement lent et évaluateur. À un moment, l'un des gars a juré avoir entendu une respiration, longue et contrôlée, près de la paroi de sa tente. Mais quand il a ouvert la fermeture éclair, il n'y avait que de l'air froid et de la neige qui dérivait. Au matin, la neige autour du camp semblait intacte. Aucune trace claire, seulement des déplacements mineurs dans les congères qui auraient pu être dus au vent. Nous avons fait nos sacs en nous sentant plus fatigués que nous ne voulions l'admettre et nous nous sommes enfoncés dans un terrain plus escarpé. Nous l'avons trouvé le 2e jour. C'est l'un des bénévoles qui a repéré un morceau de tissu bleu vif accroché à une brousse basse dans un ravin. Nous nous sommes déployés le long de la crête jusqu'à ce que nous puissions voir la forme complète. Un corps allongé sur le dos contre une pente de rocher, les bras serrés comme s'il dormait. La neige autour de lui était étrangement propre. Aucune dispersion, aucune marque de lutte, juste un halo d'où les flocons étaient tombés et avaient fondu, tombés et fondu. Le protocole a pris le relais. Nous avons marqué le site, photographié tout, et soigneusement fait notre chemin vers le bas. De près, la scène avait moins de sens. S'il était tombé d'en haut, il aurait dû y avoir un signe d'impact dans la neige ou le sol, une tranchée où son corps aurait glissé, une ligne de végétation perturbée. Au lieu de cela, il semblait avoir été placé là. Il n'y avait aucune éraflure sur ses mains, aucun ongle cassé, rien pour indiquer une tentative désespérée d'arrêter sa descente. Son sac à dos avait disparu. Il en était de même pour ses bottes. Ses chaussettes étaient propres. Pas de sang, pas de boue, pas d'épines incrustées dans le tissu. Chaque objet d'identification que l'on s'attendrait à trouver sur un corps en arrière-pays, portefeuille, clé, téléphone, copie du permis avait disparu, à l'exception de l'anneau. Son alliance avait été enfoncée profondément dans sa bouche, non coincée accidentellement, non accrochée à des dents cassées, mais placée. J'ai vu le reflet du métal quand nous avons vérifié les obstructions des voies respiratoires, j'ai braqué ma lampe à l'intérieur, et j'ai senti mon estomac se nouer. Je n'oublierai jamais l'image de ce cercle d'or reposant contre sa langue. Nous nous sommes retirés, avons documenté, fait tout ce que le manuel exige. Le médecin légiste nous a dit plus tard que le traumatisme principal était compatible avec une chute, que les blessures correspondaient à un impact d'une certaine hauteur sur des rochers. Ce que le dossier n'a pas dit, c'est que les fractures ne correspondaient à aucune chute évidente au-dessus du ravin. Les pentes étaient mauvaises.
Les angles étaient mauvais. Il n'y avait aucun endroit propre d'où un corps aurait pu être lancé et atterrir là où il se trouvait sans laisser plus de preuves derrière lui. Alors que nous sécurisions la zone, j'ai remarqué des traces s'éloignant de la scène. Pas des empreintes de bottes, pas des marques de pattes d'animal, des impressions nues, allongées, espacées un peu trop loin, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds. Elles montaient le long de la paroi du ravin et dans un bosquet d'arbres, puis s'estompaient là où la neige avait dérivé plus profondément. J'ai appelé un autre gardien, le cœur battant. Tu vois ça? Il a plissé les yeux, froncé les sourcils, et secoué la tête. Des ombres de neige fondue. Ne commence pas à voir des fantômes, Nora. J'ai arrêté de parler des traces. De retour au quartier général, nous avons extrait les images des caméras de sentier de la zone menant au ravin. Dans les heures précédant la disparition de l'homme, les caméras montraient un trafic normal, son groupe randonnant ensemble, puis se séparant quand il a bifurqué vers une crête secondaire avec son sac photo. Après cela, les images sont devenues étranges. Sur 3 caméras distinctes, l'angle a changé dans une fenêtre de 10 minutes. Chacune avait été tournée loin du sentier pour faire face à des arbres vides ou au ciel ouvert. La dernière image le montrant clairement capturait une silhouette debout à quelques mètres derrière lui sur la crête. Grande, immobile, la tête inclinée. Pas de visage, juste une forme plus sombre dans l'obscurité des arbres. Les autres gardiens ont haussé les épaules en disant que c'était un tour de contraste. Une branche, une ombre, un manteau jeté sur une souche. J'ai voulu les croire. J'ai essayé. J'ai écrit mon rapport cette nuit-là, assis sous le bourdonnement fluorescent dur du bureau, les mains raides à cause du froid et de la fatigue. J'ai listé les faits, heures, lieux, météo, détails du groupe, notes de récupération. Quand je suis arrivé à la partie sur l'anneau, j'ai hésité. Ce détail est entré dans le rapport. On ne peut pas cacher quelque chose comme ça dans le dossier officiel. Mais les traces nues, la sensation d'être observé dans le noir, les caméras tournées et la silhouette sur la crête, ceux-là sont restés dehors. Les affaires internes ont examiné le cas une semaine plus tard. Standard quand un corps revient avec des questions sans réponse. J'étais assis en face d'un homme avec une cravate neutre et des yeux neutres pendant qu'il me demandait si je pensais qu'il y avait une négligence de la part du parc dans l'affichage des avertissements, si notre temps de réponse avait été adéquat, si nous avions pleinement éduqué le groupe sur les risques hors sentier. J'ai répondu à tout honnêtement et je l'ai vu taper. Le petit curseur clignotant sur des mots comme facteurs contribuants et comportement des visiteurs. À la fin, il a fermé son ordinateur portable et a dit « Y a-t-il autre chose que vous pensez que nous devrions savoir, officier Johnston ?» Pendant un battement de cœur, j'ai envisagé de tout lui dire. La disposition des affaires comme des jetons, la sensation d'être observé dans le noir. L'anneau poussé là où il n'aurait pas dû être, comme un message écrit dans la chair au lieu de l'encre. Les traces qui ne correspondaient à aucun tableau des espèces sur notre mur. Au lieu de cela, je m'ai entendu dire « Non, c'est tout ». Il a hoché la tête, satisfait, et est passé au dossier suivant. Voici la partie qui me tient éveillé. Une semaine après avoir clos le dossier 27B, je me suis réveillé pour trouver un ensemble d'impressions allongées et faibles dans le givre léger à l'extérieur de ma cabane. Pas assez clair pour être photographié, pas assez distincte pour prouver quoi que ce soit. Juste une suggestion de poids ayant passé près de ma porte, l'espacement étrangement similaire à ce que j'avais vu dans le ravin. Je me suis dit que c'était de l'eau de ruissellement, des motifs de fonte de la glace, mon imagination tricotant des ombres en empreintes de pas. Je continue à me le dire chaque fois que je passe devant le mur d'affiches de personnes disparues et que je vois combien d'entre elles indiquent « à quitter le sentier établi » comme dernière action connue. Le parc aime les histoires simples. Une mauvaise décision, une simple chute, des animaux faisant ce que font les animaux. Nous rangeons les aspérités pour que les visiteurs continuent à venir, pour qu'ils ne voient pas à quel point nous ne comprenons pas. J'avais l'habitude de croire en cette simplification. Cela rendait le travail plus facile. Maintenant, quand je dirige des recherches, je fais attention aux espaces où les caméras deviennent aveugles sans raison valable, aux endroits où les gens disparaissent sans laisser le genre de traces que la physique dit qu'ils devraient laisser. Je consigne ce que je suis censé consigner et je laisse le reste dans un registre séparé dans ma tête. Parce que j'ai commencé à soupçonner qu'il y a quelque chose ici qui connaît nos racines, nos angles morts, nos protocoles. Quelque chose qui comprend comment mettre en scène une scène pour qu'elle ressemble à de la négligence et à la gravité. Quelque chose qui marche juste en dehors des angles que notre équipement peut voir. Et quoi que ce soit, cela devient de mieux en mieux pour disposer les corps afin qu'ils correspondent à nos attentes.
Jusqu'à ce que vous remarquiez le petit détail qui ne va pas, comme un anneau poussé là où aucune main humaine ne l'aurait jamais mis par accident. Je m'appelle Eden, et il y a une patrouille hivernale à Yellowstone que je fais semblant de ne jamais avoir vécue. Sur le calendrier, ce n'est qu'un autre bloc de quart que j'ai travaillé il y a 2 saisons. Dans ma tête, c'est un jour qui a refusé de rester à sa place, une boucle qui s'est repliée sur elle-même jusqu'à ce que je ne sois plus sûr de savoir quelle version de moi-même laissait quelle série de traces. Le travail hivernal était la seule partie de ce métier que j'aimais vraiment. Les foules sont parties. Les animaux gardent leur distance. Et le parc ressemble enfin à la chose silencieuse et dangereuse qu'il est vraiment. Je connaissais mes itinéraires de motoneige par cœur, routes fermées à vérifier pour les arbres tombés, cabanes fermées à inspecter pour les dégâts, répéteurs radio à brosser de la glace. C'était tout programme et routine, le genre de structure prévisible qui calme un cerveau comme le mien. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. Le ciel était d'un bleu dur et brillant, le genre qui fait paraître la neige presque métallique. L'air mordait toute peau exposée, mais il n'y avait presque pas de vent, et ma machine s'est allumée du premier coup. J'ai signé ma sortie à la station, noté mon itinéraire sur le tableau, et dit aux autres que je serais de retour avant la nuit. Le plan était simple, remonter au nord sur une vieille route de service, passer devant 2 cabanes de patrouille en arrière-pays, puis couper à l'est à travers une prairie ouverte pour vérifier une station météo avant de faire une boucle pour rentrer. Je l'avais fait si souvent que mes mains savaient quand tourner avant que mes yeux ne voient les marqueurs. Environ 1 heure plus tard, quelque part entre la première cabane et la prairie, j'ai remarqué les traces. Une série d'empreintes de bottes traversait ma piste de motoneige à un angle aigu, descendant vers un bosquet d'arbres. Bord net et frais. Aucun adoucissement par le vent encore. Humaine, taille moyenne, motif standard de bottes d'hiver émises par le parc. Cela seul était assez étrange. Personne d'autre n'avait signé pour cet itinéraire, et aucun accès public n'aurait dû se trouver dans les parages. Avec les portes fermées, j'ai ralenti, puis stoppé. Le moteur tournait au ralenti sous moi, une vibration basse et régulière. Je suis descendu, j'ai laissé le silence s'installer autour de moi, et je me suis accroupi pour étudier les traces. Elles ne passaient pas par-dessus ma piste. Elles la coupaient. Cela signifiait que celui qui les avait faites était passé par là avant moi. Je les ai suivies sur une courte distance, juste assez pour voir qu'elles continuaient en ligne droite vers la lisière des arbres, puis disparaissaient dans des congères plus profondes où les ombres avalaient les détails. J'ai pesé les options. La formation disait, ne suivez pas des traces inconnues hors de l'itinéraire seul en plein hiver, sauf s'il y a des signes de détresse. Les traces étaient nettes, régulières, sans titubement ni traînée. Celui qui les avait faites se déplaçait avec détermination. J'ai reculé, suis remonté sur le traîneau, et j'ai noté que je devais appeler par radio depuis la première cabane. La cabane se trouvait dans un petit groupe d'arbres, son toit chargé de neige, les fenêtres sombres. Je me suis garé, j'ai enlevé la glace de mes bottes, et j'ai suivi la liste de contrôle habituelle. Porte sécurisée. Aucun signe d'effraction. Cheminée intacte. Aucun dommage causé par la faune. À l'intérieur, ma respiration fumait dans l'air immobile tandis que je vérifiais le livre de bord sur la table. Un simple cahier à spirale où les gardiens signent et notent parfois des messages les uns pour les autres. La dernière entrée datait de 3 semaines plus tôt. Une écriture familière de l'un des gars de l'équipe de swing. En dessous, dans une écriture qui ressemblait étrangement à la mienne, se trouvait la date du jour et mon nom. Je suis resté là un long moment, fixant la courbe des lettres. La manière dont le A s'accrochait un peu trop à droite, la manière dont le D penchait, c'était mon style. Mais je n'étais pas encore passé par ici aujourd'hui. J'avais juste ouvert la porte. Le froid s'est glissé sous ma veste en une ligne mince et méchante. J'ai vérifié les bords de la page. L'encre était sèche. Aucune trace, aucune indentation de quelque chose écrit par-dessus. J'ai feuilleté quelques pages en arrière, m'attendant à moitié à trouver d'autres versions fantômes de mon nom, mais tout le reste semblait normal. Transfert de garde, ai-je marmonné pour moi-même. Ancienne note, nouvelle date dans ta tête. L'explication sonnait faible même à mes oreilles. J'ai écrit une autre entrée sous celle étrange, appuyant le stylo plus fort que nécessaire. Patrouille Campbell, cabane 12, 10h42. Inspection claire. Les lettres ressemblaient aux miennes. Dehors, les empreintes de bottes de Pluto me tracassaient. J'ai essayé de joindre la centrale par radio, mais un mur d'interférence a répondu.
Cela arrive dans ces vallées parfois, le signal rebondit mal. Je me suis dit que j'appellerais depuis un terrain plus élevé et j'ai continué vers la prairie. C'est là que tout a commencé à déraper. La prairie était une large étendue blanche que j'avais traversée des centaines de fois. Un arbre mort se dressait près du centre comme un marqueur, son écorce dépouillée par l'âge et la météo. Les jours clairs, on pouvait voir ses propres traces derrière soi jusqu'à la lisière des arbres. Aujourd'hui, alors que je sortais des bois, j'ai vu 3 séries de traces. L'une était la ligne que je faisais maintenant, une courbe nette depuis les arbres. La traversant à un angle se trouvait une deuxième trace de motoneige. Bord adouci, mais encore lisible. Se dirigeant vers l'arbre mort depuis le côté opposé, et s'entremêlant entre elles se trouvait une série d'empreintes de bottes. Mes empreintes de bottes. Le même motif, la même taille, cette même légère rotation du pied gauche que j'avais vue dans la trace inconnue plus tôt. Je me suis arrêté si brusquement que le traîneau a dérapé. Ma respiration a embué le viseur. Je l'ai soulevé, laissant le froid me gifler pour me réveiller. Ce n'est pas drôle, ai-je dit à l'air vide. Personne n'a répondu. Le ralenti du moteur semblait soudain trop bruyant. Je l'ai éteint. Le silence qui a remplacé ce bruit était si complet qu'il a fait siffler mes oreilles. Je suis descendu et j'ai marché jusqu'à l'endroit où les 3 chemins se croisaient. Les empreintes de bottes de l'ouest traversaient la trace de motoneige plus ancienne, puis continuaient vers l'arbre. Celles que je faisais maintenant avançaient à côté, comme si elles essayaient de suivre le rythme. J'ai suivi les 2 séries de traces vers le centre de la prairie. L'arbre de près était plus grand qu'il n'y paraissait depuis le bord. Ses branches mortes se tordaient contre le ciel blanc. À sa base, dans le creux peu profond creusé par le vent autour du tronc, les traces se chevauchaient en un nœud embrouillé, puis s'arrêtaient. Pas de retour en cercle, pas de détournement, pas de signe de quelqu'un s'agenouillant ou s'asseyant, juste une fin abrupte où le pas devenait rien. Je me suis tourné lentement, balayant la neige sans relief. Mon propre pouls battait derrière mes yeux. On apprend à lire les traces ici comme une autre langue. Cela ressemblait à une phrase sans point. Cela se terminait simplement en plein air. Ma radio a crépité alors, soudainement et fortement dans le silence. Je l'ai attrapée comme une bouée de sauvetage. Eden, quelle est ta position ? La voix était celle de mon superviseur, mais déformée, comme si elle venait de très loin. Traversée de la prairie 12, ai-je répondu. Vérification de la cabane terminée. Je vois des signes étranges. Passages multiples possibles sur cet itinéraire. Avons-nous eu des patrouilles non verrouillées aujourd'hui ? Des interférences ont sifflé en retour, puis faiblement, tu as déjà vérifié cette prairie. Ne la boucle pas à nouveau. Dirige-toi vers l'est et rentre. Ma peau est devenue froide sous toutes les couches. Répétez. C'est mon premier passage dans ce secteur aujourd'hui. Aucune réponse. Juste une rafale de bruit brouillé et un sifflement aigu qui m'a fait éloigner le combiné de mon oreille. Assez, ai-je pensé. J'étais fatigué. Je laissais quelques coïncidences étranges s'envenimer en paranoïa. Et je perdais la lumière du jour à discuter avec une radio défectueuse dans un champ qui semblait hanté. J'ai marché vers le traîneau, me forçant à ne pas regarder par-dessus mon épaule vers l'arbre mort. L'air autour semblait plus épais, comme si l'espace qu'il occupait était plus lourd que le reste de la prairie. Le moteur a finalement démarré au 3e essai. J'ai fait tourner le traîneau en un large arc, prévoyant de couper vers la station météo puis de rentrer. Mais alors que je franchissais une petite crête sur le bord et de la prairie, mon estomac s'est retourné. La même prairie s'étendait à nouveau devant moi. Le même arbre mort, le même enchevêtrement de traces qui se chevauchaient à sa base. Pendant un moment, une partie de mon cerveau a refusé de croire ce que mes yeux voyaient. J'ai vérifié la boussole montée sur le guidon. L'aiguille pointait fermement vers le nord. J'ai vérifié le GPS portable accroché à ma poitrine. La petite flèche marquant ma position clignotait sur le bord ouest de la prairie 12, exactement là où j'avais été 5 minutes plus tôt. J'ai tourné le traîneau en un cercle lent, regardant la carte GPS tourner. Peu importe la direction vers laquelle je faisais face, le marqueur de position ne bougeait pas. La panique vous presse différemment dans le froid. Elle est lourde, lente, comme essayer de courir dans de la neige jusqu'à la taille. Chaque instinct hurlait de continuer, de pousser plus fort dans une direction, n'importe quelle direction, jusqu'à ce que quelque chose change. Une autre partie de moi, celle qui a assisté à trop de débriefings de recherche et sauvetage, chuchotait que se déplacer vite quand on ne comprend pas ce qui se passe, c'est comme ça que les gens meurent.
J'ai éteint le moteur. Le silence soudain a semblé être la chose la plus réelle que j'avais touchée de la journée. Je me suis tenu là, une main sur le guidon, et j'ai écouté. Pas de vent, pas de craquement lointain de branches, juste un bourdonnement presque subsonique. J'ai d'abord pensé que c'était dans mes propres oreilles, jusqu'à ce que je réalise que cela venait de sous mes bottes. La neige sous moi vibrait à peine, comme si quelque chose de loin sous la surface tournait. D'accord, ai-je dit à voix haute, la voix tremblante. Je comprends. Je ne vais pas le poursuivre. Je n'ai pas essayé de repartir. Au lieu de cela, j'ai fait 3 pas prudents en arrière du traîneau. Puis 3 de plus, toujours face à la même direction, comptant mes respirations. À 10 pas, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Le traîneau était là où je l'avais laissé. L'arbre était plus loin maintenant, l'enchevêtrement de traces à sa base un peu plus petit. Derrière moi, pour la première fois de la journée, il y avait de la neige intacte. Une ligne nette de mes empreintes de pas marchant en arrière vers la machine. Le bourdonnement sous mes pieds a diminué. Je suis revenu lentement, résistant à l'envie de jeter un coup d'œil autour de moi pour d'autres versions de moi-même, titubant à travers d'autres années de patrouille. Quand j'ai redémarré le moteur, le GPS a clignoté une fois, puis s'est rattrapé. La petite flèche sautant à une nouvelle position, bord et de la prairie 12, exactement là où elle aurait dû être tout le temps. Le reste du trajet de retour s'est passé sans incident. Les radios se sont comportées. Les cabanes devant étaient aussi ordinaires que le bois usé et les poêles froids peuvent l'être. De retour à la station, je n'ai pas mentionné l'entrée en double dans le journal ni la prairie en boucle. J'ai écrit un rapport banal sur des interférences mineures et j'ai recommandé une vérification de calibration pour le GPS. Mon superviseur a signé sans commentaire. Une semaine plus tard, la curiosité a finalement pris le dessus sur le bon sens. J'ai sorti le livre de bord de la cabane 12 du stockage et j'ai feuilleté jusqu'à la page de ce jour-là. Il n'y avait qu'une seule entrée de mon écriture. L'étrange double avait disparu, s'il avait jamais été là. Parfois, les nuits où le vent fait trembler les fenêtres juste comme il faut, je rêve de cette prairie. Dans le rêve, il n'y a pas seulement 3 séries de traces, mais des dizaines qui se croisent en couches de glace et de poudre, tout avec ma foulée, mes bottes, mes petites hésitations. Elles encerclent cet arbre mort comme des anneaux dans un tronc coupé. Chacune représente une année. J'ai failli ne pas revenir. Je fais toujours des patrouilles hivernales. Je traverse toujours la prairie 12. Mais je le fais une fois, tout droit. Pas de détour, pas de poursuite d'étrangeté dans la neige. Si le GPS déconne ou si la radio crache une voix familière me disant de faire le tour à nouveau, j'éteins le moteur et j'attends. Ici, le temps est juste une autre caractéristique du terrain. La plupart du temps, il se comporte. Certains jours, il se replie. Et ces jours-là, le seul mouvement intelligent pourrait être de rester immobile et d'espérer que la boucle se referme sans vous emporter avec elle. Je m'appelle Alec, et la première fois que j'ai réalisé que quelque chose à Yellowstone apprenait à porter mon visage, j'étais assise dans une salle de formation en train de me regarder à la télévision sans me souvenir d'avoir jamais été debout devant cette caméra. À l'écran, j'étais en uniforme complet, souriant de ce sourire professionnel de gardienne, délivrant l'orientation standard de sécurité en première ligne. Je connaissais le script par cœur. J'avais donné ce discours 100 fois. Mais à mi-chemin de la vidéo, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit de ma vie. Si vous décidez d'ignorer les panneaux de fermeture sur Cascade Ridge, la version de moi à l'écran avertit, comprenez que nous ne pourrons peut-être pas vous ramener en un seul morceau. La salle a ri poliment. Mon superviseur a gloussé et a dit quelque chose sur le phrasé vif, Bennett. Je suis resté assise là avec les mains jointes sur mes genoux, fixant mes propres lèvres formant des mots dont je n'avais aucun souvenir d'avoir choisi. Nous n'avions pas de fermeture sur Cascade Ridge quand cette vidéo a été filmée. Nous n'avions pas de fermeture là-bas du tout jusqu'à 3 semaines plus tard, après le jour que j'ai perdu. Cela devait être une affectation simple en basse saison. Poser de nouveaux panneaux d'avertissement le long d'un sentier qui était en train d'être fermé pour des chutes de pierre et un terrain instable. Pas de foule, pas de bavardage, juste moi, mon sac, une agrafeuse, et une pile de panneaux jaunes vifs disant aux gens de rester à l'écart des endroits où ils pourraient se tuer. Je me souviens d'avoir été presque excité par le calme. Le travail en première ligne, c'est du bruit et des questions et des règlements de compte entre touristes qui pensent que les règles s'appliquent à tout le monde sauf à eux.
Une randonnée solo avec une tache claire semblait être un jour de congé pour lequel quelqu'un avait décidé de me payer. Le matin était nuageux. Le ciel, une feuille plate de blanc qui faisait briller les plaques de neige et faisait ressembler les arbres à des croquis au charbon. Je me suis garé sur le parking vide, j'ai signé ma sortie sur le registre, et j'ai commencé à monter le sentier. La première chose étrange s'est produite à moins d'1 kilomètre. Un groupe de 3 randonneurs est apparu autour d'un virage vers moi, descendant. Leurs vêtements ne correspondaient à aucun des équipements habituels des visites commerciales. Pas de gilets assortis ou de casquettes marquées, juste des couches neutres, des visages que je ne pouvais pas tout à fait mettre au point. Alors qu'ils se sont mis à ma hauteur, l'une d'eux, une femme aux cheveux foncés à moitié cachée sous un bonnet, a souri et a dit « Bonjour, aïe ». Seule ma famille m'appelle comme ça. Pas les collègues, pas les visiteurs. J'ai ouvert la bouche pour demander si nous nous connaissions, mais les 3 étaient déjà passés, marchant de manière étrangement synchronisée, leurs bottes atterrissant presque au même instant, comme une seule créature à 3 corps. Quand je me suis retourné pour les appeler, ils étaient plus loin sur le sentier qu'ils n'auraient dû l'être pour les quelques secondes où j'avais le dos tourné. Aucun bruit de pas accéléré, aucun glissement ou dérapage, juste une distance qui n'avait pas de sens. Je me suis dit que je l'imaginais, me suis concentré sur la tâche. À chaque jonction, j'ai vérifié la carte, choisi un arbre, et posé un panneau. Sentier fermé au-delà de ce point. Conditions instables. La routine a apaisé mes nerfs. Mesurer, niveler, agrafer, avancer. Quelque part autour du 3e panneau, j'ai remarqué mon ombre. Au début, ce n'était qu'un éclair fugace au bord de ma vision. Le genre de choses que l'on attribue aux nuages changeants, mais ensuite le schéma est devenu clair. Quand j'ai levé le bras pour vérifier l'heure, l'ombre du bras s'est levée avec un temps de retard. Quand j'ai repoussé mes cheveux sous mon bonnet, la silhouette sombre sur le sol a imité le mouvement juste derrière. Le décalage était petit, une demi-seconde au plus. Mais une fois que je l'ai vu, je n'ai plus pu m'empêcher de le voir. Je l'ai testé, j'ai remué les doigts, incliné la tête. Chaque fois, l'ombre a suivi avec un léger retard, comme une vidéo et une piste audio désynchronisées. La lumière était assez diffuse pour qu'il n'y ait pas d'ombre nette du tout. J'ai continué à avancer. L'air semblait plus épais, comme si je marchais dans l'eau. Les sons de la forêt, le vent, le jet occasionnel au loin, se sont estompés en un murmure. Au point de pause suivant prévu, j'ai tourné un virage et me suis figé. Là, cloué proprement à un arbre à côté du sentier, se trouvait l'un de nos panneaux de fermeture. Même libellé, même fond jaune vif, mêmes agrafes métalliques le fixant à l'écorce. En bas, au marqueur noir permanent, se trouvaient mes initiales et la date du jour. J'ai vérifié la pile dans ma main. Chaque panneau était toujours là, aucun manquant. Mon marqueur était coiffé dans ma poche. La signature sur le panneau posé était mon écriture. Même H en boucle, même B penché. Mon cœur a commencé à battre de cette manière malsaine et basse, comme s'il essayait de se cacher derrière mes côtes. J'ai enlevé un gant avec les dents et j'ai passé des doigts nus le long du bord du panneau. Le papier était sec, pas de condensation, pas de traces. Il n'avait pas été simplement accroché là dans les 2 dernières minutes. Il avait été là assez longtemps pour s'installer dans l'écorce. J'ai reculé, me suis retourné et j'ai regardé en bas du sentier. La neige derrière moi gisait principalement intacte, sauf pour mes propres empreintes et les marques adoucies persistantes du groupe précédent. Aucun sentier supplémentaire ne menait au-delà de l'endroit où je me tenais. Aucune zone perturbée où quelqu'un aurait pu faire le tour de moi sans être vu. D'accord, ai-je dit à voix haute parce que le silence commençait à peser sur moi. Ce n'est pas drôle. Les arbres n'ont pas répondu. Ma radio accrochée à mon épaule est restée un rectangle noir terne. J'ai continué. Le sentier s'est rétréci, coupant dans un flanc de colline raide. Le précipice à ma droite descendait dans un enchevêtrement de broussailles et de rochers. Devant, je pouvais voir le belvédère où nous avions prévu de poser le dernier et plus grand panneau. Au-delà, la fermeture serait totale. Alors que je m'approchais, le sentiment de mal-être s'est enroulé plus serré. L'air avait un goût métallique, comme si j'avais mis ma langue sur une batterie. Mes dents me faisaient mal. Plus je m'approchais du belvédère, plus le monde semblait prendre un temps supplémentaire pour s'écarter de mon chemin. Les mouvements paraissaient retardés, comme si l'air mettait une seconde de plus à me laisser passer. Il y a une rambarde métallique à ce belvédère, une simple barrière à hauteur de taille peinte en brun du service des parcs. Je me suis appuyé dessus 100 fois,
j'ai regardé l'eau couper les rochers en dessous, j'ai répondu à d'innombrables questions sur la profondeur du canyon. J'ai aussi vu ce qui arrive quand quelqu'un se penche trop. Alors que j'entrais dans la clairière, je m'ai vu debout à cette rambarde. Elle et moi avaient les deux mains posées sur la barre supérieure, la tête légèrement inclinée alors qu'elle regardait en bas. Même uniforme, même bonnet, même mèche de cheveux échappée à la nuque. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il devait y avoir un miroir, une étrange astuce de verre. Mais il n'y avait rien de réfléchissant devant elle, sauf l'air et la distance. Mon estomac s'est retourné. J'ai cligné des yeux forts. Quand j'ai rouvert les yeux, l'espace à côté de la rambarde était vide. Pas de double, juste la terre piétinée où d'innombrables pieds s'étaient tenus. Dans le faible reflet sur la rambarde elle-même, cependant, je pouvais encore voir deux figures, une où je me tenais, une à un demi-pas plus près du bord. Mon ombre s'allongeait sur le sol derrière moi. Elle ne s'alignait pas avec mes pieds. Des pas ont crinché sur le sentier juste derrière mon épaule gauche. Lent, délibéré, en temps avec un léger retard de l'ombre. Je ne me suis pas retourné. Pose le dernier panneau de fermeture au Belvédère 3, ai-je dit dans la radio, bien que je n'ai pas touché le bouton PTT. Ma voix semblait venir d'ailleurs, décalée d'une demi-seconde par rapport au mouvement de mes lèvres. Conditions instables. Je recommande une fermeture saisonnière complète. Des interférences ont répondu en dessous, très doucement. Une autre voix a dit « Ne te retourne pas, allez ». Cela ressemblait à moi. L'envie de regarder était presque accablante. Chaque instinct hurlait d'identifier ce qui se trouvait dans mon dos. Mais un autre instinct, plus ancien et moins verbal, m'a dit que reconnaître la mauvaise chose comme moi-même était une ligne que je ne voulais pas franchir. J'ai pris le panneau avec des mains tremblantes et je l'ai agrafé au poteau à la fin du sentier. Chaque clic de l'agrafeuse a semblé résonner trop longtemps. Quand j'ai terminé, j'ai reculé vers le sentier, sans jamais quitter des yeux l'endroit où mon double s'était tenu. Les pas derrière moi ont correspondu, toujours une fraction en retard, atterrissant toujours là où les miens avaient été. Quand j'ai atteint le virage qui m'emmènerait hors de vue du Belvédère, j'ai enfin risqué un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il n'y avait personne. Aucune deuxième série d'empreintes n'est apparue dans la neige. Mais mon ombre s'étendait le long de la courbe de la colline, bougeant toujours mal, en retard, rattrapant comme si quelque chose avait essayé le timing une fois et ne l'avait pas tout à fait perfectionné. La randonnée vers le bas s'est brouillée. Une minute, j'étais sur la crête, la suivante, je signais mon retour à la tête du sentier, les stylos griffonnant mon nom sur la feuille. L'horloge sur le tableau indiquait qu'il faisait presque nuit. Ma montre disait que j'étais parti moins de 3 heures. L'itinéraire aurait dû prendre au moins 5 avec le travail de pause. Mon superviseur a froncé les sourcils quand je suis entré. « Ça va ? Tu es revenu tôt et tu n'as pas eu à refaire les panneaux de la crête. » Ils avaient l'air bien après l'éboulement. « Refaire ?» ai-je demandé. Ma voix sonnait creuse à mes propres oreilles. Il a feuilleté un porte-document. La note de maintenance de « la semaine dernière ». Tu as signé pour toute cette section. Nous avions juste besoin d'une confirmation. Tu es sûr de dormir assez ? Plus tard, dans la salle de pause, ils ont passé une vidéo interne pour montrer à de nouveaux employés comment ne pas parler aux visiteurs. Me voilà à l'écran encore une fois à Cascade Ridge, gesticulant vers un panneau de fermeture flambant neuf, disant à la caméra qu'au-delà de ce point, le parc n'appartenait plus aux gens, que s'ils passaient, quelque chose d'autre pourrait décider de prendre leur place. Je n'ai aucun souvenir de cette session d'enregistrement. Aucun. Maintenant, quand je passe devant des miroirs dans le centre des visiteurs, je garde les yeux devant. Je n'attrape pas mon reflet dans les fenêtres après la tombée de la nuit. J'évite les affectations solo sur cette crête. Et quand je dois poser un nouveau panneau, j'emmène quelqu'un avec moi, ne serait-ce que comme témoin qu'il n'y avait qu'une seule de moi là-haut. Parce que voici la partie que je ne peux pas chasser. Ce qui que ce soit là-bas a essayé mes manières, mon visage, ma voix, cela s'améliorait, plus fluide, plus proche de la perfection. Et s'il y a une chose plus effrayante que quelque chose qui veut vous faire du mal, c'est quelque chose qui veut vous remplacer si complètement que personne ne peut dire quelle version de vous est redescendue du sentier. Je m'appelle Nolan, et voici l'histoire que je n'ai jamais mise dans ma lettre de démission. Sur le calendrier, ce n'est qu'un autre bloc de car que j'ai travaillé il y a 2 saisons. Dans ma tête, c'est une patrouille hivernale qui a refusé de rester à sa place,
un jour qui s'est replié sur lui-même jusqu'à ce que je ne sois plus sûr de savoir quelle version de moi-même laissait quelle série de traces. Le travail hivernal était la seule partie de ce métier que j'aimais vraiment. Les foules sont parties. Les animaux gardent leur distance. Et le parc ressemble enfin à la chose silencieuse et dangereuse qu'il est vraiment. Je connaissais mes itinéraires de motoneige par cœur, route fermée à vérifier pour les arbres tombés, cabane fermée à inspecter pour les dégâts, répéteur radio à brosser de la glace. C'était tout programme et routine, le genre de structure prévisible qui calme un cerveau comme le mien. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. Le ciel était d'un bleu dur et brillant, le genre qui fait paraître la neige presque métallique. L'air mordait toute peau exposée, mais il n'y avait presque pas de vent, et ma machine s'est allumée du premier coup. J'ai signé ma sortie à la station, noté mon itinéraire sur le tableau, et dit aux autres que je serais de retour avant la nuit. Le plan était simple, remonter au nord sur une vieille route de service, passer devant 2 cabanes de patrouille en arrière-pays, puis couper à l'est à travers une prairie ouverte pour vérifier une station météo avant de faire une boucle pour rentrer. Je l'avais fait si souvent que mes mains savaient quand tourner avant que mes yeux ne voient les marqueurs. Environ 1 heure plus tard, quelque part entre la première cabane et la prairie, j'ai remarqué les traces. Une série d'empreintes de bottes traversait ma piste de motoneige à un angle aigu, descendant vers un bosquet d'arbres. Bord net et frais. Aucun adoucissement par le vent encore. Humaine, taille moyenne, motif standard de bottes d'hiver émises par le parc. Cela seul était assez étrange. Personne d'autre n'avait signé pour cet itinéraire, et aucun accès public n'aurait dû se trouver dans les parages. Avec les portes fermées, j'ai ralenti, puis stoppé. Le moteur tournait au ralenti sous moi, une vibration basse et régulière. Je suis descendu, j'ai laissé le silence s'installer autour de moi, et je me suis accroupi pour étudier les traces. Elles ne passaient pas par-dessus ma piste. Elles la coupaient. Cela signifiait que celui qui les avait faites était passé par là avant moi. Je les ai suivies sur une courte distance, juste assez pour voir qu'elles continuaient en ligne droite vers la lisière des arbres, puis disparaissaient dans des congères plus profondes où les ombres avalaient les détails. J'ai pesé les options. La formation disait, ne suivez pas des traces inconnues hors de l'itinéraire seul en plein hiver, sauf s'il y a des signes de détresse. Les traces étaient nettes, régulières, sans titubement ni traînée. Celui qui les avait faites se déplaçait avec détermination. J'ai reculé, suis remonté sur le traîneau, et j'ai noté que je devais appeler par radio depuis la première cabane. La cabane se trouvait dans un petit groupe d'arbres, son toit chargé de neige, les fenêtres sombres. Je me suis garé, j'ai enlevé la glace de mes bottes, et j'ai suivi la liste de contrôle habituelle. Porte sécurisée. Aucun signe d'effraction. Cheminée intacte. Aucun dommage causé par la faune. À l'intérieur, ma respiration fumait dans l'air immobile tandis que je vérifiais le livre de bord sur la table. Un simple cahier à spirale où les gardiens signent et notent parfois des messages les uns pour les autres. La dernière entrée datait de 3 semaines plus tôt. Une écriture familière de l'un des gars de l'équipe de swing. En dessous, dans une écriture qui ressemblait étrangement à la mienne, se trouvait la date du jour et mon nom. Je suis resté là un long moment, fixant la courbe des lettres. La manière dont le A s'accrochait un peu trop à droite, la manière dont le D penchait, c'était mon style. Mais je n'étais pas encore passé par ici aujourd'hui. J'avais juste ouvert la porte. Le froid s'est glissé sous ma veste en une ligne mince et méchante. J'ai vérifié les bords de la page. L'encre était sèche. Aucune trace, aucune indentation de quelque chose écrit par-dessus. J'ai feuilleté quelques pages en arrière, m'attendant à moitié à trouver d'autres versions fantômes de mon nom, mais tout le reste semblait normal. Transfert de garde, ai-je marmonné pour moi-même. Ancienne note, nouvelle date dans ta tête. L'explication sonnait faible même à mes oreilles. J'ai écrit une autre entrée sous celle étrange, appuyant le stylo plus fort que nécessaire. Patrouille Campbell, cabane 12, 10h42. Inspection claire. Les lettres ressemblaient aux miennes. Dehors, les empreintes de bottes de Pluto me tracassaient. J'ai essayé de joindre la centrale par radio, mais un mur d'interférence a répondu. Cela arrive dans ces vallées parfois, le signal rebondit mal. Je me suis dit que j'appellerais depuis un terrain plus élevé et j'ai continué vers la prairie. C'est là que tout a commencé à déraper. La prairie était une large étendue blanche que j'avais traversée des centaines de fois. Un arbre mort se dressait près du centre comme un marqueur, son écorce dépouillée par l'âge et la météo. Les jours clairs,
on pouvait voir ses propres traces derrière soi jusqu'à la lisière des arbres. Aujourd'hui, alors que je sortais des bois, j'ai vu 3 séries de traces. L'une était la ligne que je faisais maintenant, une courbe nette depuis les arbres. La traversant à un angle se trouvait une deuxième trace de motoneige. Bord adouci, mais encore lisible. Se dirigeant vers l'arbre mort depuis le côté opposé, et s'entremêlant entre elles se trouvait une série d'empreintes de bottes. Mes empreintes de bottes. Le même motif, la même taille, cette même légère rotation du pied gauche que j'avais vue dans la trace inconnue plus tôt. Je me suis arrêté si brusquement que le traîneau a dérapé. Ma respiration a embué le viseur. Je l'ai soulevé, laissant le froid me gifler pour me réveiller. Ce n'est pas drôle, ai-je dit à l'air vide. Personne n'a répondu. Le ralenti du moteur semblait soudain trop bruyant. Je l'ai éteint. Le silence qui a remplacé ce bruit était si complet qu'il a fait siffler mes oreilles. Je suis descendu et j'ai marché jusqu'à l'endroit où les 3 chemins se croisaient. Les empreintes de bottes de l'ouest traversaient la trace de motoneige plus ancienne, puis continuaient vers l'arbre. Celles que je faisais maintenant avançaient à côté, comme si elles essayaient de suivre le rythme. J'ai suivi les 2 séries de traces vers le centre de la prairie. L'arbre de près était plus grand qu'il n'y paraissait depuis le bord. Ses branches mortes se tordaient contre le ciel blanc. À sa base, dans le creux peu profond creusé par le vent autour du tronc, les traces se chevauchaient en un nœud embrouillé, puis s'arrêtaient. Pas de retour en cercle, pas de détournement, pas de signe de quelqu'un s'agenouillant ou s'asseyant, juste une fin abrupte où le pas devenait rien. Je me suis tourné lentement, balayant la neige sans relief. Mon propre pouls battait derrière mes yeux. On apprend à lire les traces ici comme une autre langue. Cela ressemblait à une phrase sans point. Cela se terminait simplement en plein air. Ma radio a crépité alors, soudainement et fortement dans le silence. Je l'ai attrapée comme une bouée de sauvetage. « Eden, quelle est ta position ?» La voix était celle de mon superviseur, mais déformée, comme si elle venait de très loin. « Traversée de la prairie 12, ai-je répondu. Vérification de la cabane terminée. Je vois des signes étranges. Passages multiples possibles sur cet itinéraire. Avons-nous eu des patrouilles non verrouillées aujourd'hui? Des interférences ont sifflé en retour, puis faiblement, tu as déjà vérifié cette prairie. Ne la boucle pas à nouveau. Dirige-toi vers l'est et rentre. Ma peau est devenue froide sous toutes les couches. Répétez. C'est mon premier passage dans ce secteur aujourd'hui. Aucune réponse. Juste une rafale de bruit brouillé et un sifflement aigu qui m'a fait éloigner le combiné de mon oreille. Assez, ai-je pensé. J'étais fatigué. Je laissais quelques coïncidences étranges s'envenimer en paranoïa. Et je perdais la lumière du jour à discuter avec une radio défectueuse dans un champ qui semblait hanté. J'ai marché vers le traîneau, me forçant à ne pas regarder par-dessus mon épaule vers l'arbre mort. L'air autour semblait plus épais, comme si l'espace qu'il occupait était plus lourd que le reste de la prairie. Le moteur a finalement démarré au 3e essai. J'ai fait tourner le traîneau en un large arc, prévoyant de couper vers la station météo puis de rentrer. Mais alors que je franchissais une petite crête sur le bord et de la prairie, mon estomac s'est retourné. La même prairie s'étendait à nouveau devant moi. Le même arbre mort, le même enchevêtrement de traces qui se chevauchaient à sa base. Pendant un moment, une partie de mon cerveau a refusé de croire ce que mes yeux voyaient. J'ai vérifié la boussole montée sur le guidon. L'aiguille pointait fermement vers le nord. J'ai vérifié le GPS portable accroché à ma poitrine. La petite flèche marquant ma position clignotait sur le bord ouest de la prairie 12, exactement là où j'avais été 5 minutes plus tôt. J'ai tourné le traîneau en un cercle lent, regardant la carte GPS tourner. Peu importe la direction vers laquelle je faisais face, le marqueur de position ne bougeait pas. La panique vous presse différemment dans le froid. Elle est lourde, lente, comme essayer de courir dans de la neige jusqu'à la taille. Chaque instinct hurlait de continuer, de pousser plus fort dans une direction, n'importe quelle direction, jusqu'à ce que quelque chose change. Une autre partie de moi, celle qui a assisté à trop de débriefings de recherche et sauvetage, chuchotait que se déplacer vite quand on ne comprend pas ce qui se passe, c'est comme ça que les gens meurent. J'ai éteint le moteur. Le silence soudain a semblé être la chose la plus réelle que j'avais touchée de la journée. Je me suis tenu là, une main sur le guidon, et j'ai écouté. Pas de vent, pas de craquement lointain de branches, juste un bourdonnement presque subsonique. J'ai d'abord pensé que c'était dans mes propres oreilles, jusqu'à ce que je réalise que cela venait de sous mes bottes.
La neige sous moi vibrait à peine, comme si quelque chose de loin sous la surface tournait. D'accord, ai-je dit à voix haute, la voix tremblante. Je comprends. Je ne vais pas le poursuivre. Je n'ai pas essayé de repartir. Au lieu de cela, j'ai fait 3 pas prudents en arrière du traîneau. Puis 3 de plus, toujours face à la même direction, comptant mes respirations. À 10 pas, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Le traîneau était là où je l'avais laissé. L'arbre était plus loin maintenant, l'enchevêtrement de traces à sa base un peu plus petit. Derrière moi, pour la première fois de la journée, il y avait de la neige intacte. Une ligne nette de mes empreintes de pas marchant en arrière vers la machine. Le bourdonnement sous mes pieds a diminué. Je suis revenu lentement, résistant à l'envie de jeter un coup d'œil autour de moi pour d'autres versions de moi-même, titubant à travers d'autres années de patrouille. Quand j'ai redémarré le moteur, le GPS a clignoté une fois, puis s'est rattrapé. La petite flèche sautant à une nouvelle position, bord et de la prairie 12, exactement là où elle aurait dû être tout le temps. Le reste du trajet de retour s'est passé sans incident. Les radios se sont comportées. Les cabanes devant étaient aussi ordinaires que le bois usé et les poêles froids peuvent l'être. De retour à la station, je n'ai pas mentionné l'entrée en double dans le journal ni la prairie en boucle. J'ai écrit un rapport banal sur des interférences mineures et j'ai recommandé une vérification de calibration pour le GPS. Mon superviseur a signé sans commentaire. Une semaine plus tard, la curiosité a finalement pris le dessus sur le bon sens. J'ai sorti le livre de bord de la cabane 12 du stockage et j'ai feuilleté jusqu'à la page de ce jour-là. Il n'y avait qu'une seule entrée de mon écriture. L'étrange double avait disparu, s'il avait jamais été là. Parfois, les nuits où le vent fait trembler les fenêtres juste comme il faut, je rêve de cette prairie. Dans le rêve, il n'y a pas seulement 3 séries de traces, mais des dizaines qui se croisent en couches de glace et de poudre, tout avec ma foulée, mes bottes, mes petites hésitations. Elles encerclent cet arbre mort comme des anneaux dans un tronc coupé. Chacune représente une année. J'ai failli ne pas revenir. Je fais toujours des patrouilles hivernales. Je traverse toujours la prairie 12. Mais je le fais une fois, tout droit. Pas de détour, pas de poursuite d'étrangeté dans la neige. Si le GPS déconne ou si la radio crache une voix familière me disant de faire le tour à nouveau, j'éteins le moteur et j'attends. Ici, le temps est juste une autre caractéristique du terrain. La plupart du temps, il se comporte. Certains jours, il se replie. Et ces jours-là, le seul mouvement intelligent pourrait être de rester immobile et d'espérer que la boucle se referme sans vous emporter avec elle. Ces histoires ne sont pas des légendes. Ce sont des confessions de ceux qui ont vu ce que Yellowstone cache derrière ces paysages postaux. Le parc est une entité vivante, et comme toute chose vivante, il a ses secrets, ses cicatrices, et ses parties d'ombre qui ne veulent pas être exposées à la lumière. Les gardiens qui partagent ces récits le font avec la peur au ventre, car ils savent que certaines vérités ne sont pas méantes pour être dites à voix haute. Si vous vous aventurez dans ces terres, rappelez-vous, les sentiers balisés ne sont pas seulement là pour votre sécurité. Ils sont là parce que certaines choses, une fois réveillées, ne se rendorment pas facilement. Et parfois, ce qui vous observe depuis les arbres n'est pas un animal. C'est quelque chose qui a appris à ressembler à ce que vous attendez. Bonne nuit. Et gardez un œil sur les ombres. Elles pourraient vous rendre votre regard.